Claude Viel, bonjour. Bonjour Pierrot. Alors, je ne sais pas si votre nom dira quelque chose aux jeunes générations, mais pour la mienne, vous avez marqué ma génération, puisque vous étiez à l'époque le patron de Discorama. Discorama était un endroit où tous les jeunes de Saint-Denis se retrouvaient pour découvrir les dernières nouveautés. Et à l'époque, vous étiez pour nous quelqu'un d'adorable, de gentil, qui nous conseillait, Et j'ai eu la surprise de recevoir un coup de fil de vous il y a quelques jours maintenant, et où vous me racontiez une histoire assez extraordinaire et assez désolante, je dirais. On va essayer de reprendre ça dans l'ordre. Mais avant, est-ce que vous pouvez nous raconter qui vous étiez, Discorama, ce que c'était, et surtout le personnage que vous étiez, et on va y venir après, mais pour que les gens comprennent, euh, que vous étiez quelqu'un qui était très à l'aise financièrement à l'époque. Bon, je vais essayer d'être le plus concis possible, effectivement, parce que retracer toute une vie, c'est pas toujours simple. Je vais essayer de le faire le plus simplement possible. Oui, c'est vrai, j'ai eu la chance d'être le créateur et le patron de Discorama pendant quasiment 30 à 35 ans, qui a commencé par des magasins de détail, bien évidemment. Et puis, on a vu comment dire, le départ du CD, puis après du DVD. Alors, je sais bien qu'aujourd'hui, tout ça, ça paraît un petit peu dépassé, mais il y a 30 ans, c'était tout nouveau. Et puis, c'est simple, j'ai pris le wagon de la grande distribution quand j'ai vu commencer à voir pousser les scores, les géants scores et tout ça. Et puis, donc, on a pu trouver des accords qui font que, au bout d'un certain temps, Discorama est devenu l'importateur exclusif de la musique et de la vidéo à La Réunion. On était distributeur Walt Disney, Universal, Paramount, Sony, voilà. Bon. Et donc, effectivement, ça a très bien fonctionné, je dois le reconnaître, j'ai eu cette chance. Et juste pour donner une petite anecdote, chez Walt Disney, La Réunion était le premier département français de chiffre d'affaires par tête d'habitant. Ce qui était tout de même pas mal. Remarquable. Ce qui veut dire que La Réunion était vraiment friande de ce genre de produits. Donc Discorama, c'était le tronc, disons, de mon activité qui me prenait tout mon temps. J'ai aussi fait différentes petites choses. On ne peut pas appeler ça des danseuses parce que j'ai fait ça avec amour et même si ça a duré peu de temps à chaque fois, c'était toujours quelque chose d'important pour moi. Bon, j'avais créé donc Radio Nostalgie à l'époque, dans les années 80, le cinéma grand écran de Saint-Gilles. Euh, Puis, bon, j'ai importé des produits Estée Lauder, des croquettes pour chiens, pour faire plaisir à certaines personnes. Et puis, enfin, bon, vous voyez, un petit peu dans tous les domaines. Ceci dit, tout ça n'a été possible que parce que Discorama fonctionnait très bien. C'est vrai que je gagnais très bien ma vie, hein, je dois l'avouer. Discorama était même catalogué comme l'une des 100 plus grosses sociétés réunionnaises en chiffre d'affaires. On était le premier importateur avion hors alimentaire. On faisait quasiment 4 tonnes semaine de CD et de DVD. Donc je ne sais pas si on peut imaginer ce que Le ça volume. représente. Donc, vous aviez très bien gagné votre vie. Donnez-nous quelques exemples. Dans la discussion que nous avons pu avoir, vous avez parlé d'un château. Oui, c'est bon. Écoutez, mon challenge, c'était, je m'étais dit à 50 ans, il faut que j'ai réussi ma vie. Bon, vous savez, quand on est jeune, on se met ça en tête. Et puis c'est vrai qu'à 50 ans, j'ai eu la chance de pouvoir m'acheter un petit château à Bordeaux, euh, où j'ai vécu heureux quelques années, puisque j'ai respiré un petit peu, disons, l'air. J'ai voulu prendre un petit peu l'air de la métropole. Voilà, ce qui m'a fait du bien, ce qui m'a permis donc de voir d'autres horizons, hein. La région Aquitaine étant une région assez sympa, il faut le reconnaître. Tous mes voisins étaient viticulteurs et c'était assez sympa, je dois reconnaître. Et puis oui, et puis après ça, donc j'ai eu la chance en rentrant à La Réunion, bon, de continuer à développer la société. Et puis à mes 60 ans, je l'ai vendu. Je l'ai bien vendu. Bon, plusieurs millions d'euros, voilà, on va dire ça comme ça. Et puis ma vie, je pensais que ma vie était faite. Et puis bon, je voyais ça assez easy living pour la fin de mes jours. Et puis en définitive, tout a complètement été bouleversé pour deux raisons.
J'ai fait... Juste avant, je précise deux choses quand même. Vous étiez marié, Oui, ça aura son importance pour après. Et vous êtes parti également vivre à Maurice. oui, tout à fait. Tout à fait. Donc, dans la perspective, justement, De redémarrer quelque chose, quoi. Bah, c'était surtout terminer ma vie d'une façon agréable. Bon, mes enfants habitent Maurice, habitaient Maurice, certains du moins. Donc, je m'étais dit, je vais me rapprocher de mes enfants. C'est une occasion rêvée de profiter un petit peu d'eux, parce que quand on est chef d'entreprise, malheureusement, des fois, on n'a pas beaucoup de temps pour eux. Hein. Bon, et donc, j'essayais, disons, de rattraper un petit peu le temps perdu. Et puis, il s'est passé un phénomène tout à fait imprévu, à savoir que mes ex-salariés, qui étaient pour moi une famille, hein, parce que quand on a des gens pendant 30 ans, 35 ans qui vous font confiance, bon, bah, je veux dire, c'est une famille, on ne peut pas dire autre chose. Et donc ils m'ont appelé au secours parce que l'acheteur de ma société, malheureusement, n'a pas fait ce qu'il fallait, loin de là, et à tel point que la société était en train de couler. Et j'ai fait ce qu'il ne fallait pas faire, bien évidemment. À plus de 60 ans, j'ai racheté, si j'ose dire, les parts de la société que j'avais vendue pour revenir aux affaires et pour relancer la société qui avait, disons, un trou relativement énorme. Donc j'ai réinvesti beaucoup d'argent dedans. Bon, ça a permis de bien redémarrer, ça a bien fonctionné pendant quelques années, parce que moi, mon but, c'était, toujours en pensant à mes salariés, que ça dure le plus longtemps possible pour qu'ils puissent avoir, disons, eux aussi, une retraite confortable. Et donc, j'ai essayé de faire le plus longtemps possible. Et puis, le domaine dans lequel j'étais a été extrêmement impacté par rapport à Internet, hein, qui nous a fait de gros bobos. Et la dématérialisation, c'est effectivement quelque chose qui existe et que tout le monde vit aujourd'hui, hein, de toute façon. Quand on parle aujourd'hui de CD et de DVD, on ressemble un petit peu à des... dinosaures. Oui, c'est vrai. Donc ça nous a fait bobo à tel point que la chute a été beaucoup plus rapide que prévu. Hein. Les majeures compagnies me disaient, Claude, ne vous faites pas de soucis, ça va être sur 7-8 ans, patati patata. Ça s'est passé en 2 ans, définitive. J'ai perdu quasiment 75% de mon chiffre d'affaires en 2 ans. Je ne sais pas si vous imaginez, quand on a 30 salariés, c'est tout de même pas facile. Donc j'ai essayé de tenir le plus longtemps possible. Bon, je ne regrette rien, j'ai fait ce que je devais faire en tant que patron, comme le commandant du navire qui coule avec le navire, je l'ai fait. J'ai assumé mes responsabilités et si c'était à refaire, je referais exactement la même chose. Et je me disais, c'est pas dramatique, j'ai perdu beaucoup d'argent, mais j'ai ma maison. Oui, vous aviez une très belle maison à la montagne. Voilà, tout à fait, tout à fait. C'est vrai, j'ai la chance d'avoir une belle case, comme on dit. Et donc j'avais ça en tête et je m'étais dit, bon, ben, cette maison va me garantir une retraite malgré tout encore aisée. Et puis donc à la demande de mon beau-frère, voilà, parlons clairement, hein, donc mon beau-frère qui était donc le compagnon de ma belle-sœur, la sœur de ma femme, et donc qui, je le savais depuis des années, était intéressé par ma maison et donc il m'a dit, j'aimerais bien... Bon, bah écoute, ok, pas de problème, moi, vous savez, je suis quelqu'un de confiance, la vieille génération, on tape dans la main et puis c'est bon. Et puis donc, il me dit, bah écoute, il n'y a pas de problème, mais bon, là pour le moment, je vais avoir des rentrées importantes, donc bah, je lui dis, mais pas de problème, il dit, écoute, on va trouver un petit peu de crédit et puis c'est pas un problème, hein. Donc j'ai confiance. Bon, c'est quelqu'un qui avait un gros patrimoine, je parle au passé, vous allez comprendre pourquoi, qui avait un gros patrimoine, bon, donc je n'avais aucun souci financier. Et donc le jour donc, de la signature chez le notaire, il s'est passé un phénomène... Il devait arriver avec l'argent. Il devait arriver avec le chèque de garantie. Moi, je sortais de l'avion, j'arrive chez le notaire. Vous étiez à Maurice ? J'habitais Maurice, donc j'étais venu spécialement pour la signature. Je déboule chez le notaire qui tout de suite nous dit « Bon, venez, on va signer ». Je demande à mon beau-frère « Dis-moi, tu as le chèque ?»« Ah !» J'ai oublié. Je dis « Écoute, tout de même... »
Bon, alors là, vous savez, en une demi-seconde, il faut que les choses se passent dans votre tête. Et je me dis, bon, ça fait 25 ans que je le connais, c'est quelqu'un de confiance, que j'apprécie. Bon, Avec qui vous partagez beaucoup de choses. avec qui je partageais beaucoup de choses, on se voyait beaucoup, on parlait beaucoup ensemble. Bon, donc pour moi, il n'y avait aucun souci, je veux dire. Bon, et le notaire qui insiste, il dit, alors vous venez signer, hein? Oui, 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 bon, du coup, je dis, bon, puis j'étais venu pour ça. J'ai dit, bon, ok. Vous ne deviez rester que très peu de temps sur l'île. Voilà, sachant que je reprenais l'avion l'après-midi même. Et donc, je dis, bon, ok, on va signer. Donc, j'ai signé, comme quoi j'avais reçu le paiement hors la vue du notaire, parce que ça ne pouvait se faire que de cette façon-là. Et mon beau-frère me dit, écoute, je te donnerai le chèque cet après-midi. Je dis, pas de problème, c'est bon. Et puis l'après-midi, malheureusement, il était occupé, il était avec des clients. Et puis il me dit, là, je peux pas. J'ai dit, écoute, moi, je reprends l'avion, là, donc écoute, tu me donneras ça à la prochaine occasion. Et puis, moi, j'avais vraiment aucun souci dans ma tête. Hein. Je dormais bien, il n'y avait aucun problème. Et puis au fil des mois, je lui dis, écoute, il ne faudrait pas m'oublier, non, tu sais, là j'ai des rentrées, toi aussi, et ça, hein. Et puis quand j'ai commencé à avoir des soucis par rapport au fait que mon patrimoine était en grande partie parti avec Discorama, si j'ose dire, je lui dis, écoute, là maintenant, il faudrait... Il me dit, ok, écoute, oui, là parce je vais... pour que les auditeurs comprennent bien, vous aviez dans le même temps une maison à l'île Maurice, une très belle maison, pour laquelle vous aviez fait un emprunt. Alors, j'avais une très belle maison à l'île Maurice, effectivement, que j'avais payé comptant, mais j'ai fait un emprunt parce que j'ai acheté également un beau penthouse sur la mer. Voilà. Alors, je faisais ça toujours en pensant à mes enfants, et ainsi de suite. Bon. Et là, j'avais fait un gros emprunt bancaire. Mais je me disais, cet emprunt va être payé par ma rentrée de ma maison de la montagne. Donc pour moi, tout collait, c'était sans problème. Et puis donc, au bout d'un certain temps, j'avais pris un délai très court pour le prêt parce que mon argent devait rentrer. Et la banque à Maurice commence à me mettre le couteau sous la gorge en disant, Monsieur Viel, ils m'ont fait confiance, mais ils m'ont dit, maintenant il faudrait... Et puis, ils se sont rattrapés parce qu'ils m'ont matraqué avec des intérêts. Mais ça, banquier, hein. Ça, c'est la banque. Hein, on va pas. Il faut accepter les règles du jeu. Hein, donc, je ne les critique pas. Hein. Et j'ai mis la pression sur mon beau-frère qui me dit écoute, ok, cette fois-ci, je vais mettre en application, je vais mettre vendre. Bon. Je précise aussi, parce que toujours dans l'intérêt des auditeurs, que tout ce qu'il faisait, sa famille était au courant. Ah oui, parce que justement, j'avais bien dit, on s'était rencontrés, je lui avais dit, écoute, il faudrait que nos enfants soient au courant, parce qu'on a tout de même fait une chose un petit peu spéciale. Moi, je l'ai fait par rapport à toute la confiance que j'ai en toi, mais on ne sait jamais ce qui peut m'arriver ou ce qui peut t'arriver, et puis il faut que nos enfants soient au courant. Donc moi, je lui avais fait un courrier, donc, et je lui avais dit, passe-le à tes enfants et moi je le passe à mes enfants. Et puis en plus tu les mets au courant. Donc tout le monde était au courant. C'était un véritable secret de polichinelle que cette maison donc n'était toujours pas payée à son véritable ancien propriétaire. Donc tout le monde le savait. Et donc au moment où il me dit je vais commencer à je vais faire ce qu'il faut, il tombe malade. Et il tombe malade gravement et il est obligé de partir se faire soigner pendant 6 mois en Allemagne, je peux le dire, c'est pas un secret. Et puis rapidement, il décède. Et là, c'est un espèce de vide sidéral qui se produit d'un seul coup, parce que je réalise que... Mais vous n'avez rien. Qu'il n'y avait que de la confiance de mon côté, et de l'autre côté, il y avait rien. Alors on va me dire... oui, mais quand on a confiance, c'est comme, je crois que ça existe au niveau légal, c'est-à-dire que c'est l'impossibilité morale de faire un écrit. C'est comme tu ne vas pas demander un papier à ta femme, enfin je ne sais pas où, c'est prévu au niveau de la loi. Donc moi, c'est sûr que ce que j'ai fait, ça tient exclusivement à sa personnalité, à la personne que c'était et en qui j'avais confiance. Hein. Donc du coup, je me retrouve sans plus rien et je vais donc aux obsèques de mon beau-frère à Lyon et
Et je vois les enfants de ces héritiers donc, que j'ai vu grandir tous comme ça pendant 25 ans, que j'avais même invité à mon mariage à Bordeaux, et tout, et donc de la famille, quoi. Je ne peux pas dire autre chose, ils faisaient partie de la famille. Et puis l'aîné me dit, bon, bah, écoute, je vais en parler à mes frères et sœurs, et puis je te tiens au Ils étaient courant. combien? Ils sont quatre, plus il y a également une fille, une première fille qui, a priori, n'avait pas été reconnue. Voilà, donc, voilà. Moi, je ne suis pas rentré dans le... Bon. Mais au moins les 4 enfants qui portent son nom, eux étaient au courant. Et donc l'aîné me dit, bon, bah, écoute Claude, je vais en parler à mes frères et sœurs, et puis je te tiens au courant. Je dis ok, pas de problème. Et puis il me dit de toute façon, je dois venir, il habite à Lyon, et je dois venir à La Réunion là parce que j'ai des affaires à régler. Et je dis oui, j'imagine. Et voilà. Et puis au bout d'un mois, pas de nouvelles, 2 mois, pas de nouvelles. Donc je lui renvoie un petit mot lui disant sois gentil, dis-moi un petit peu hein, qu'est-ce qui se passe, parce qu'il faut tout de même maintenant que ça avance. Et c'est là qu'il me dit, il m'écrit même, c'était un mail laconique du genre j'en ai parlé à mes frères et sœurs, on ne peut rien faire pour toi. Point. Là, je dois avouer que je suis resté pendant 2 minutes bouche bée devant mon mail, parce que je me dis, je comprends pas trop là. Et puis j'ai essayé de les rejoindre après, que ce soit téléphoniquement ou même par mail, et je n'ai jamais eu de réponse. Alors ça, il faut le savoir, ça se passait en 2018. Alors j'ai commencé à prendre contact avec un avocat. Bon, je ne vais pas... Comme il risque d'y avoir des actions judiciaires. Voilà. Je ne vais pas en parler, bien évidemment, au niveau du fond. Parce que ça regarde les avocats. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que c'était un petit peu comme si la loi se dérobait sous mes pieds à chaque fois, puisque bon, on ne peut pas attaquer un mort en justice, ça n'existe pas. Donc, vous ne pouvez pas parler d'abus de confiance, puisque bon, une personne décédée, c'est fini. Je veux dire, on ne peut strictement rien faire au niveau justice, avec une personne décédée. Donc je me suis retourné vers les héritiers en disant, bon, tout de même, donc j'ai essayé de connaître le nom du notaire qui était chargé de la succession, et bien sûr, ils ont fait blocage, personne ne m'a jamais répondu, donc c'était très compliqué pour moi, parce que j'étais à Maurice à l'époque, et donc essayer d'avoir ce genre d'infos. Vous aviez en même temps la pression des banques. Ah, j'avais une pression terrible, et j'étais et je vais aller à tel point que j'étais obligé de brader mon patrimoine mauricien. Mais quand je dis brader, c'est-à-dire que quand on a le couteau sous la gorge, parce que autrement c'est saisi, et là-bas ça traîne pas. Et puis après ça, on sait plus. Une fois que c'est saisi, c'est fini. Vous n'avez plus aucun pouvoir pour quoi que ce soit. Donc j'ai préféré essayer de brader moi personnellement les choses. Et puis bon, oui, j'étais obligé de brader. Je ne sais pas si je peux donner des chiffres, mais bon... non, c'est pas la peine. C'est pas la peine, mais il faut dire que bon, j'ai bradé mon patrimoine, grosso modo, à 35-40% de sa valeur. Voilà, par rapport à mon prix d'achat. Et ce qui m'a tout de même permis de rembourser mon gros prêt, et puis c'est tout. Donc je me suis retrouvé sans plus rien. Vous aviez eu une expression qui, moi, m'avait marqué. Je suis passé de l'ISF à SDF. Oui, c'est exactement ça. C'est l'image, oui, c'est vrai que j'ai payé l'ISF pendant un bon nombre d'années. Et puis, je me suis retrouvé véritablement, je ne vais pas dire du jour au lendemain, mais très rapidement, sans argent. Et quand je dis sans argent, c'est-à-dire qu'une fois qu'on a tout payé, et qu'il vous reste quasiment plus rien. À l'époque, bon, moi j'avais une retraite, ma retraite était, je le dis, de 400 € mensuels. 4 retraites cumulées, 4 retraites cumulées de 400 € mensuels.
Donc pour moi, c'était pas un problème à l'époque, puisque bon, je savais qu'avec mon capital, je pouvais assumer. Bon. Mais quand vous vous retrouvez juste avec ça comme retraite pour vivre, ça devient compliqué. D'autant plus qu'à Maurice, quand vous ne pouvez plus, disons, assumer les rentrées, justifier d'un revenu, puisque j'avais un permis de résidence retraité, donc assujetti à certains revenus, et que je ne les avais plus, et que surtout que je ne pouvais plus justifier, eh bien, on m'a demandé gentiment de rentrer chez moi. Donc je suis rentré il y a 2 ans, voilà, il y a 2 ans. Je me vois à l'aéroport de Plaisance, j'avais une valise, la cage de mon chat, pour tout bagage. Je n'avais plus rien. Plus rien. J'étais totalement ruiné. Ruiné, et c'est vrai l'expression quand je dis... Et je me posais même la question, où allais-je dormir ? Véritablement, je me suis posé la question parce que vous imaginez bien que quand on est en grande descente financière, les amis, on les perd les uns après les autres. Hein. C'est vrai que j'en ai eu beaucoup à une certaine époque. Et puis au fur et à mesure, ça s'est dissous d'une façon... voilà. Bon, il faut accepter, c'est la vie. Hein. Moi, j'en veux à personne. Hein. Vous savez, je crois que chacun agit comme il l'entend. C'est le problème de tout un chacun. Mais c'est vrai que je me suis retrouvé sans plus grand monde. Heureusement, j'avais 2, 3 véritables amis qui m'ont aidé quand je suis rentré. Ça m'a permis de trouver un petit logement. Ma belle-fille, parce que mon fils lui est à La Réunion, et ma belle-fille s'est portée caution pour moi. Et ça m'a permis de vivoter quelque temps. Mais je me posais toujours la question en me disant, mais comment tout ça va se finir, hein, parce qu'on n'a jamais renoncé à essayer de récupérer votre maison, en fait. Alors, j'ai eu des hauts et des bas. Il y a des périodes où j'étais gonflé à bloc, et puis j'ai des périodes où j'étais complètement... j'étais face à un mur au niveau... Puisque quand j'ai vu un avocat dans les années 2018, 2018, bon, la loi était telle que quand on avait reconnu d'avoir payé... hors la vue du notaire. Hors la vue du notaire, c'était fini, hein, on ne pouvait rien faire, donc c'était plié. Et puis la loi a changé quelques années plus tard, puisque je présume que c'était pour lutter contre le blanchiment d'argent, hein, ça, je ne vois pas d'autre raison. Et la loi a changé de telle façon que même ayant reconnu avoir été payé, j'étais en droit de demander le justificatif du paiement, le chèque ou le virement. Mais le problème, et ça, bon, je ne vais pas rentrer dans les détails parce que c'est en discussion actuellement, il y a des problèmes de prescription qui existent. Voilà. Donc voilà, j'en dirai pas plus. Oui. Et, avec votre avocat, vous êtes en train d'essayer de voir si on peut pas le contourner. Voilà. Mais alors revenons à votre maison. Et revenons à vos relations maintenant avec votre belle famille. Ah. Parce qu'il y a les enfants, mais il y a aussi votre belle-sœur. Ah oui. Ben, ma belle-sœur que j'ai toujours aidée, que j'ai toujours bien considérée, oui, je lui ai fait cadeau de l'héritage de ma femme tout de même. Hein. J'étais pas obligé. Hein. Oui, on ne parle pas de la maison, là, on parle de l'héritage de votre femme. C'est autre chose. Hein. Oui. Bon, quand mon épouse malheureusement est décédée, ce qui n'était pas quelque chose de réellement prévu pour moi, j'ai hérité de ces biens puisqu'on avait un truc au dernier survivant. Et puis j'estimais que comme à l'époque j'étais encore à l'aise. Je pouvais le faire. Je me trouvais tout à fait logique. J'ai fait cadeau de l'héritage de ma belle-sœur, de ma femme, à ma belle-sœur. Donc je l'ai toujours aidée, je l'ai toujours bien considérée. Bon. Et puis d'un seul coup, depuis le décès de mon beau-frère, alors là, je n'ai pas compris exactement qu'est-ce qui s'est passé, parce qu'elle sait pertinemment que cette maison ne m'a jamais été payée puisque c'était elle qui gérait les finances de mon beau-frère. C'est elle qui détenait les carnets de chèques et qui faisait toute la comptabilité de mon beau-frère, et qui personnelle et commerciale, les deux. Hein. Donc elle savait pertinemment la réalité. Et donc elle savait très bien ce qui s'était passé. Et puis d'un seul coup, donc
elle est devenue non seulement contre moi, mais je veux dire, elle s'est arrangée pour organiser une espèce d'omerta avec l'aide des héritiers contre moi. Donc c'était le silence total et elle encourageait surtout les héritiers à ne pas me payer. Surtout parce que pour eux c'était la belle vie, parce qu'elle habite là-haut dans ma maison tout de même, et je sais que peut-être certains enfants y habitent aussi. Hein. Donc La maison, combien de mètres carrés, de terrain, de surface au sol, pour qu'on ait une idée? c'est une maison qui est à même pas 10 minutes de Saint-Denis centre, donc au début. À la montagne, donc. À la montagne. C'est une maison. En plein centre de la montagne, on va dire. Oui, tout début, le début Voilà. de la montagne, on va appeler ça comme ça. Et donc qui fait plus de 200 mètres carrés et qui avait tout de même un superbe jardin de 5000 mètres carrés. Oui, donc c'est énorme. Et Quoi. dans lequel j'ai investi beaucoup d'argent et beaucoup d'amour. J'ai quasiment planté tout ce terrain, je l'ai remodelé complètement, j'ai mis une piscine, mais bon, j'ai fait ce que je devais faire parce que c'était... Vous aviez les moyens à l'époque, donc. Oui, j'avais les moyens et puis moi, mon but a toujours été de faire plaisir aux gens qui vivaient avec moi, à ma femme, à mes enfants, à ma maman, parce que j'avais fait venir ma maman avec moi donc de métropole. Donc mon seul but, et ça a toujours été un peu ma motivation au niveau de l'argent, c'était de faire plaisir. Voilà, j'aimais bien faire plaisir aux gens. Ça me paraissait la principale, comment dire, utilisation de l'argent. Voilà, c'était faire plaisir aux gens que j'aimais. Voilà. Ça, plus les copains, où j'ai prêté beaucoup d'argent, on m'a jamais rendu, j'en ai donné beaucoup. Mais bon, c'est la vie comme ça, et c'est bien, l'argent c'est fait pour circuler, et puis c'est bien, puis quand on a... À la limite, j'ai jamais vraiment compté, puisque j'avais vraiment pas mal de biens, et donc ça me paraissait tout à fait logique d'en faire profiter tous les gens qui étaient autour de moi. Voilà. Et puis donc, d'un seul coup, bloc... ma belle-sœur, les héritiers. Vous dites même que vous m'avez dit que c'était de la haine, même. Ah, carrément, carrément. C'est un sentiment que j'ai du mal à comprendre, vu le passé, puisque je n'ai jamais non seulement rien fait contre elle, mais j'ai toujours eu de bons rapports avec elle. Je l'ai toujours respectée, je l'ai toujours aidée, elle aussi d'ailleurs, sans parler de l'héritage. Mais alors, cette volte-face, c'est comme si au départ de mon beau-frère, elle avait changé complètement de personnalité. Elle était devenue quelqu'un d'autre. Elle était... Bon, je ne vais pas encore là juger, mais c'est ce que j'ai compris, puisque pas mal de personnes m'en ont parlé. Elle est devenue colérique, méchante, haineuse. Enfin, je ne vais pas employer d'autres qualificatifs, je pense que ça suffit. Mais, et puis se maintenant en permanence dans le mensonge. Voilà, entretenir toujours cette espèce de... Et puis une espèce d'envie de dominer des gens. Alors, ça me fait penser à autre chose dont vous m'avez parlé, et c'est le dernier volet qui peut-être est encore intéressant, mais parler de secte. C'est quoi cette histoire de secte? C'est un... Alors ce mot, c'est toujours un mot qui fait peur, effectivement, parce que il faut pas l'employer à tort. Alors la dernière fois qu'on en a parlé, ouais. C'était une secte qui était de quelqu'un, un bijoutier qui était au centre-ville de Saint-Denis. Oui, il y a eu en son temps, il y a eu effectivement... ça a fait la une des journaux pendant plusieurs semaines. Bon, c'est vrai. Bon... Et vous m'avez dit qu'on retrouvait les mêmes personnes. Oui et non. C'était compliqué parce que bon, moi je voyais ça d'un œil très extérieur. Bon, moi j'ai jamais été dans ce genre de truc, parce que j'ai toujours cherché à avoir mon libre arbitre et ma propre personnalité. Mais j'étais très intéressé par, disons, la connaissance spirituelle de mon beau-frère. Et j'ai toujours été un fan de tout ce qui est littérature, que ce soit spirituelle ou autre, indienne.
Hein, j'ai toujours été Parce que votre femme, on va le dire, était malbaraise. tout à fait, effectivement. Et bon, alors je ne sais pas si c'est par atavisme ou pas, mais bon, le fait est, c'est que depuis très longtemps, mais même beaucoup plus jeune, hein, j'étais toujours en quête spirituelle et j'avais trouvé dans les récits spirituels indiens pas mal de réponses à mes questions. Hein, que ce soit dans le Mahabharata ou dans son cœur, hein, la Bhagavad Gita, qui sont des enseignements pas indiens, puisque ce sont des enseignements universels. Hein. Quand on parle de bonté, de sagesse, de compassion, il n'y a pas de nation, il n'y a pas de nationalité, hein, c'est un sentiment universel. Et j'avais trouvé donc pas mal de réponses, et c'est principalement ce qui m'intéressait chez mon beau-frère, qui était un puits de connaissances à ce niveau-là. Pour revenir à la secte, moi, j'en ai entendu parler, mais je vais être très franc. Bon, je ne voulais pas rentrer là-dedans, c'était pas mon carré, hein, comme dirait l'autre. Mais là, plus récemment, j'ai été interpellé parce que j'ai entendu des choses et lorsque je fais mes actions à la montagne, parce que je vais faire mes sittings pour montrer que j'existe toujours et que... Ouais, vous avez une pancarte pour vous installer devant chez vous. Voilà, et je continuerai à défendre... à me battre pour la vérité et pour la justice. Tous les gens, tous les voisins qui étaient heureux de me revoir en étant étonnés de me dire mais qu'est-ce qui se passe, on ne comprend pas. Je leur ai expliqué un petit peu les tenants et les aboutissants et eux m'ont dit écoutez c'est bizarre parce qu'on ne sait pas ce qui se passe dans cette maison. Les gens ont toujours l'air de se cacher quand ils sortent, c'est bizarre, un truc qu'on ne comprend pas trop. Non. Et puis, bon, je dis ok, bon, ouais, je dis ça ne m'étonne pas trop. Puis j'ai entendu d'autres sons de cloche où ma belle-sœur faisait régner la terreur. Et elle s'était prise un petit peu pour... alors je ne sais pas si je dois employer le mot ou pas, hein, parce que c'est toujours risqué, hein, mais en tant que responsable d'une petite secte, hein, alors je ne sais pas comment on peut appeler ça, mais... un groupe de personnes sur lesquelles elle avait une certaine influence. Voilà, c'est ça, ou pour faire passer... Elle dispense son savoir. Voilà, pour faire... dispenser son savoir, alors savoir entre guillemets, hein, je précise bien, hein, ça, je ne sais pas de quoi il s'agit. Elle impose aux gens, j'ai entendu, ouais, alors les gens ils doivent faire le jardin ou le ménage ou la cuisine, ou truc tout, ou éventuellement, bon, même j'entends parler d'argent, de support. Maintenant, je le répète. Le voyage à Maurice aussi. Le voyage à Maurice, oui, c'est vrai, il faut le dire aussi. Mon beau-frère s'est fait construire je ne sais pas si on peut appeler ça une très belle maison, mais c'est plus qu'une très belle maison à Maurice. Hein. C'est une maison qui fait 1500 mètres carrés. C'est un château. C'est un palais. Vous m'avez dit que les voisins à Maurice pensaient que c'était un hôtel à l'origine. Oui, tout à fait. Les voisins, quand j'y allais il y a longtemps, enfin quand j'y allais quand c'était encore en construction, les voisins me disaient mais c'est quoi ça? C'est un hôtel? C'est une clinique qui se construit? Ah, je dis non, je ne crois pas, je ne crois pas. Et bon, donc ma belle-sœur mène une grande vie actuellement. Elle fait... Voilà, alors pourquoi est-ce que je vous ai parlé de secte? Parce que dans les discussions que nous avons eues, et vous m'avez touché, hein, vous aviez évoqué le nom d'un avocat qu'on ne va pas citer, mais qui lui était avéré qu'il faisait partie de la première secte dont on parlait tout à l'heure. Et que cet avocat, qui était votre voisin, quand vous avez discuté avec lui, alors il n'y avait pas que lui, ils étaient deux, hein, un ancien magistrat également. Quand vous avez discuté avec eux, ils vous ont... qu'est-ce qu'il vous a dit exactement? Écoute, c'est malheureux, mais ce sont là aussi des gens que j'ai connus pendant des années, des dizaines d'années. Hein. Il faut savoir que toutes ces relations, c'est 30 ans, hein. Donc c'est pas rien tout de même. Et puis d'un seul coup, là encore, je ne sais pas, est-ce que c'est sous la pression de ma belle-sœur? Peut-être, parce qu'elle a... C'est vraiment quelqu'un, je ne vais pas employer le terme, hein, mais l'idée de la menthe religieuse me paraît assez justifiée, c'est terrible.
elle a un ascendant très fort sur les gens et je pense que ces personnes dont vous parlez, effectivement, eux aussi, d'un seul coup, m'ont tourné le dos. M'ont tourné le dos, et alors qu'ils savaient très bien la vérité aussi, parce que je répète, toute cette histoire de maison, c'est un véritable secret de polichinelle. Tout le monde sait que ça n'a jamais été payé. Mais il y a cette conspiration du silence, principalement générée et maintenue bien sûr par ma belle-sœur, qui impose ça quasiment aux héritiers et qui impose ça aussi à mes ex-amis. En définitive, tous ces gens-là se sont, je vais dire, retournés contre moi, puisqu'ils auraient eu l'occasion de dire la vérité, puisqu'ils étaient pleinement au courant. Et puis en définitive, non. Mais qu'est-ce qu'il vous a dit concrètement? Ils se sont défilés. Ce sont des gens que lorsque j'ai cherché à les contacter en leur disant écoutez, la seule chose que je vous demande, c'est de dire la vérité, c'est tout. Rien de plus, rien de moins. J'ai jamais eu de réponse. Vous avez dit qu'il fallait que vous renonciez, que vous acceptiez le fait que... Oui, c'est ça, oui, c'est ça. Tout au début, on m'avait dit grosso modo que c'était presque normal allez, je vais le dire entre guillemets là aussi, que je donne ma maison. C'était presque normal. Là, je dois avouer que... Cet homme qui est un avocat est quelqu'un qui est connu et que moi je connaissais personnellement, et qui avait quelqu'un qui a du caractère. Oui, on est bien d'accord. Et c'est pour ça que tout ça, ça paraît un petit peu délirant quand on a... Et qui était membre de la première secte. C'est pour ça que j'ai fait le... Voilà. À l'époque, c'est ce qui était dit. Bon, voilà. Mais je le répète, moi, j'étais plus spectateur qu'autre chose et effectivement, ce sont des choses qui ont été dites en son temps. Oui, que la presse avait évoqué. Tout à fait. Et avec le magistrat aussi. Absolument, absolument. Et aujourd'hui, c'est sûr que eux aussi sont tombés complètement dans le silence. Rien. J'ai essayé de les contacter, tous. Je n'ai jamais eu aucune réponse. Alors, quelle est votre situation aujourd'hui, Claude Viel? Ma situation, Pierrot, elle est... Vous avez quel âge? Je vais sur mes 76 ans. Alors je ne pensais pas terminer ma vie comme ça, effectivement. On m'aurait dit ça il y a 15 ans. J'aurais ri, effectivement. Et... Et aujourd'hui, j'ai eu la chance, et je remercie le ciel tous les jours, tout de même, d'avoir un petit logement social à l'Éperon. Et je vis d'être social. Voilà. Je n'ai pas honte de le dire. Alors, toute ma vie, c'est drôle, j'ai payé des sommes assez faramineuses d'impôts, de sécu, d'URSSAF, de taxes de ci, de taxes de ça, mais des sommes c'est des millions, des millions et des millions. Et puis aujourd'hui, je ne sais pas si c'est injuste. Bon, c'est pas des millions que je reçois, je vous le dis tout de suite. C'est loin de là même. Ça fait rire. Ça fait rire. J'ai vu d'ailleurs là que le minimum vieillesse va être augmenté de 19 € l'année prochaine. 19 €. C'est tout de même merveilleux. Donc on est dans des mondes différents, c'est sûr que... Mais c'est pas grave. Donc je suis dans le détachement et c'est vrai que par rapport à tout ce que j'avais en mes notions de spiritualité ou en vieillissant, on doit aller vers le détachement, que ce soit le détachement matière, le détachement familial, le détachement amical, ce qui ne veut pas dire qu'on ne doit pas aimer ses enfants, c'est pas ça. Mais on doit savoir que le jour où on part, effectivement, on part sans rien. Il n'y a pas de bagage. Donc c'est un petit peu le sentiment que j'ai actuellement dans mon petit appart. Je dis en plaisantant, c'est ce que je disais l'autre jour à mon fils en plaisantant, j'ai l'impression d'être déjà dans la salle d'embarquement pour le vol final. Alors, je ne sais pas quand il va avoir lieu. Je ne peux même pas dire que j'ai enregistré mes bagages parce que j'ai plus de bagages.
Donc c'est bien. Et maintenant, il n'y a rien qui presse, hein, entendons-nous bien. Hein, bon. Mais je me sens déjà dans la salle d'embarquement. Et puis le vol, il sera programmé quand il le sera. Hein, et j'attends ça avec sérénité. Mais c'est sûr que quand on a des millions, on gère ces millions. Et puis quand on a des euros, des dizaines d'euros, on gère ces dizaines d'euros. C'est le même job, mais avec 3-4 zéros en moins. Bon. Et puis on y arrive. Et puis en définitive, en vieillissant, on va vers la sagesse, nos besoins se réduisent énormément, hein, c'est clair. Et puis je ne dis pas que je deviens un philosophe, mais ça n'empêche que si je me bats encore aujourd'hui, c'est pas pour moi, c'est exclusivement pour mes enfants, parce que eux n'ont pas à être victimes. Je ne vais pas dire de mes erreurs, parce que l'excès de confiance que j'ai eu, je ne peux pas le qualifier d'erreur, puisque à la limite, si c'était à refaire dans la même situation, peut-être que je referais la même chose. Mais c'est sûr que le résultat n'est pas celui auquel je pensais. N'empêche qu'aujourd'hui, si je me bats, je le répète, c'est pour mes enfants qui sont spoliés, c'est le mot. Ils sont spoliés parce que cette maison de la montagne dans laquelle j'ai mis beaucoup d'amour, je trouve que ça va répondre à peut-être ma prochaine pancarte, mon chèque ou ma maison. Je veux dire, c'est l'un ou l'autre, hein, mais qu'au moins il se passe quelque chose. Alors maintenant, est-ce que parmi les gens de là-haut qui sont dans ma maison, est-ce qu'il y en a un qui va avoir un jour un éclair de conscience? Parce que quand on met délibérément quelqu'un dans la misère, je veux dire, c'est tout de même pas évident. Je veux dire, ça Vous doit croyez être au karma? Ah, moi, le karma, c'est une chose. Comme je dis là, le karma, c'est une chose où il n'y a ni prescription, ni péremption. C'est quelque chose qui suit, que ce soit dans cette vie, dans la vie suivante, dans les vies suivantes. Le karma est quelque chose d'inexorable. Et ça, c'est la seule chose en laquelle je crois véritablement. Moi, je souhaite de mal à personne, franchement. Dans la vie, on peut faire des choses bien. On a tous fait, vous savez, quand on fait son bilan, on a tous fait des choses bien, des choses moins bien, des choses pas bien. On a commis des erreurs, on a fait des bêtises. Bon, c'est le lot de l'homme, hein, l'être humain est comme ça. Mais quand on fait la globalité, tout de même, il faut savoir si ça va plus vers le haut, vers le bien, ou vers le mal. Mais quand là, délibérément, on sait qu'on va vers le mal, quand on envoie quelqu'un dans la misère, qu'on connaît la vérité, qu'on profite de son argent, qui normalement devrait être pour lui, et que pendant ce temps-là, les autres, ils font bombance, et je sais qu'ils font des réceptions, ils font truc, ça voyage, ça truc, ça ci, ça. Qu'est-ce que je peux penser? Je me dis que je les plains. Je les plains parce que je ne sais pas s'ils se rendent compte de la situation dans laquelle ils se mettent. Je les plains. Voilà, je ne peux pas dire autre chose. Je trouve ça triste parce que, oui, chose que je n'ai pas dite, mais que pour terminer, je pense que j'ai tout essayé pour leur faire comprendre que j'étais prêt à trouver toujours une solution. Hein? Je leur ai dit même, donnez-moi 1 000 euros par mois. Ça durera 50 ans, mais c'est pas grave, continuerai avec mes enfants. Juste au moins que j'ai de quoi vivre, je veux dire correctement, que je puisse finir ma vie sans... J'étais prêt à toute possibilité pour bien leur montrer que j'étais pas quelqu'un qui allait leur mettre le couteau sous la gorge. Bon. Alors que, je le répète, 16 millions d'euros tout de même, bon, c'est pas... Hein, c'est tout de même pas mal. Hein. Donc je veux dire, ils ne sont pas à plaindre. Et donc j'ai fait vraiment toujours un pas en avant, politique de la main tendue, en disant trouvons une solution. Il n'y a pas de solution irrémédiable et insoluble. Essayons de... Je n'ai jamais
eu aucune réponse à quoi que ce soit. Voilà. C'est comme ça, c'est triste, c'est triste pour eux d'abord, parce que je ne sais pas s'ils réalisent, je le répète vraiment, ce que tout ça va impliquer pour eux à terme. Bon, c'est comme ça, maintenant, chacun croit en ce qu'il veut. Bon, ça, c'est la liberté de l'homme. Mais je suis triste, pas pour moi, puisque j'ai accepté ma situation, c'est clair, et je pense qu'il y a toujours plus malheureux que soi. Et quand j'ai l'occasion, des fois je croise des SDF, je leur paye un petit café parce qu'ils sont sûrement plus malheureux que moi. Donc je pense il faut toujours voir, faut toujours regarder, faut toujours aussi voir le bas. Donc j'accepte ma situation. Je suis malheureux pour mes enfants, voilà, et c'est pour eux que je me bats. Voilà, c'est ce que je leur ai dit, mes 2 enfants. Je me bats pour vous et je continuerai de me battre. Je continuerai à faire mes sittings là-haut, devant la maison. Je continuerai, donc on va organiser bientôt avec des amis un pique-nique là-haut, devant le portail, juste pour leur montrer qu'on existe, que la vérité, elle n'a pas de péremption. Il y a pas de prescription, il n'y a pas de prescription pour la vérité. Il n'y a pas de prescription pour la vérité, et je continuerai à me battre jusqu'au bout, tant que le bon Dieu me donnera la santé. Je continuerai à me battre parce que je suis un fanatique de vérité et de justice. J'ai toujours essayé de faire de ces 2 principes un chemin de vie. Et je continuerai. Voilà. Très bien, merci en tous les cas. Pierrot, c'est moi qui vous remercie de m'avoir permis donc d'évoquer tout ça. Et bon courage. Merci Pierrot.